Bonjour et bienvenue dans ce 36e épisode du Monde devant soi. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde. Bonjour à vous. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Avec nous aujourd'hui un philosophe. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Bernard-Henri Lévy, vous venez de publier ce 10 juin chez Grasset, Ce virus qui rend fou. Un essai, et je reprends vos mots, en forme de bilan d'étape sur cette première peur mondiale qui a produit un réel plus invraisemblable que la fiction. Alors ce réel dont vous parlez, c'est la crise sanitaire dont nous sommes en train de voir le bout, en tout cas en France, et les réactions à cette crise sanitaire. Alors on ne l'entend pas à l'oral, mais vous mettez des majuscules à première peur mondiale, comme lorsqu'on parle de la première ou de la seconde guerre mondiale, comme pour souligner l'ampleur du choc qui a secoué la quasi-intégralité de la planète. Un choc qui nous a rendus tous fous, dites-vous, un moment d'égarement qui vous a sidéré, plus que la pandémie elle-même vous a sidéré. La peur nous a donc fait surréagir, Bernard-Henri Lévy ? Oui, je le pense. Je pense que la peur, contrairement à l'anxiété, n'est pas bonne conseillère. Je pense qu'elle fait que les humains perdent leurs réflexes, que les plus articulés, les plus sophistiqués des humains les perdent aussi, autant que les autres, et qu'on a assisté, oui, on a vu se déployer une épidémie de terreur, et que ce virus du virus peut avoir fait des dégâts aussi grands que ceux de la maladie. Alors quand on vous lit, on comprend bien comment le confinement vous a pesé et vous interrogez sinon sa validité, au moins la manière dont il a été mis en place. On va y venir. Jean-Marie Colombani, cette critique du confinement par Bernard-Henri Lévy vous a interpellé. Oui, c'est ce qui me gêne un peu dans le livre qui est par ailleurs d'une très grande richesse, on y reviendra bien sûr, mais la récusation au fond du confinement me gêne parce que faire d'autre ? Et si on regarde bien les choses telles qu'elles se sont passées, les pays qui ont le mieux réussi et qui ont réussi à déconfiner le plus vite et donc à sortir de la crise le plus vite sont ceux qui ont confiné très tôt et de façon très rigoureuse. Je pense par exemple à la Nouvelle-Zélande qui a même anticipé sur l'arrivée de la vague du virus pour confiner très strictement, et ils en sont sortis avec très peu de morts, très peu de victimes et un temps d'épidémie beaucoup plus court que les autres. Et donc, que faire sinon confiner quand on est dans cette situation-là ? Que faire confiner, c'est ce que je dis dans mon livre. Je ne dis pas que le confinement était une erreur. Je dis que la manière dont on a vécu ce confinement était une erreur, mais que la décision de confiner, la décision de mettre les populations à l'abri, il y a plusieurs passages du livre où je dis qu'elle était probablement inévitable. Première chose. Deuxième chose, je dis probablement, parce que vous savez comme moi qu'il y a des pays qui n'ont pas confiné et qui ne s'en sortent pas plus mal que nous. Je pense par exemple à la Suède, qui n'a pas confiné et dont le nombre de morts rapporté au nombre d'habitants n'est pas extrêmement différent. Au chapitre des chiffres, j'ajoute également qu'en France, les populations qui ont été le moins confinées, je pense aux premiers de corvée, c'est-à-dire aux infirmiers, aux éboueurs, aux caissières, ceux qui ont été exposés, n'ont pas été plus touchés que les confinés. Bref, tout ça est encore très incertain, mais je ne remets pas en cause la gestion la décision de confiner. Ce que je dis, ce que je redoute, c'est que il y ait des séquelles sociales. Ce que je redoute, c'est que ce moment de confinement ait accéléré des tendances lourdes qui existaient déjà dans nos sociétés et qui me semble, si elles devaient s'installer durablement, de nature à les défigurer, les sociétés en question. Confiner 2 mois, 3 mois, d'accord, prendre des plis à l'occasion de ce confinement sur la durée, pas d'accord. Voilà ce que je dis dans ce virus qui rend fou. Oui, et dans la première des inquiétudes qui vient dans le livre, c'est la première qui est exposée, la première des inquiétudes, la première qui est une sorte de possible anticipation de ce à quoi vont ressembler nos sociétés, c'est le pouvoir médical. Le pouvoir médical qui prend le pas sur le pouvoir politique. Alors pourquoi le livre procède par questions et puis petit à petit vous nous amenez à une réflexion sur le discrédit de la parole publique,
puis la santé posée comme norme absolue dans nos sociétés, et de là on flirte avec l'hygiénisme, et pourquoi pas avec l'eugénisme. Ben oui, le pouvoir médical, je connais un peu le sujet, je suis un philosophe de formation épistémologique. J'ai lu Michel Foucault, j'ai lu Jean-Paul Aron, le regretté Jean-Paul Aron, qui avait réfléchi à la fin de sa vie beaucoup sur cette question du pouvoir médical. Je sais qu'il y a à la fois chez les médecins cette tentation-là et en même temps la modestie de savoir qu'ils en savent pas toujours très long et qu'ils sont pas toujours plus avancés que nous. Et donc, quand j'ai vu les chaînes d'infos, quand j'ai vu BFM nous asséner tous les soirs leur monologue, ou encore pire d'ailleurs, leur querelle de médecins, je me disais, on marche sur la tête. C'est pas ça la République. Et d'ailleurs, Platon, dans sa République, pose très exactement cette question. Est-ce que je donne le pouvoir aux médecins ou est-ce que je le donne aux gardiens de la cité et aux politiques ? Et il pèse très loyalement le pour et le contre. Et il aboutit, et j'invite nos auditeurs à se référer au texte de Platon, il aboutit après peser des pour et des contre à l'idée qu'il vaut mieux les politiques que les médecins. Ça, c'est la première chose. Après, la santé, c'est formidable, bien sûr, et c'est un grand progrès que de se soucier de la santé des gens. Mais la santé à tout prix, la santé coûte que coûte, en termes moraux, on donnera jamais assez d'argent aux hôpitaux et encore mieux aux soignants. Mais la santé au prix de la liberté d'aller et venir, la santé au prix du contact humain, donc de l'éthique, non, ça je ne crois pas. Je crois que la vie, oui, mais la vie bonne, comme disaient les Grecs. Les Grecs opposaient le bios au euzein, la bonne vie, la vie enrichie par l'éthique, par le rapport à autrui, etc. Le pouvoir médical, ça veut dire les organes, ça veut dire le soin des organes, le soin du corps en tant qu'il n'est qu'un corps, de la vie en tant qu'elle n'est qu'une vie. Or, n'importe quel humain civilisé sait que l'homme est grand quand la vie est un peu plus que la vie. Quand le soin de la vie, c'est un peu plus que le soin de la totalité des organes. Voilà. Et c'est ça la civilisation, je crois. Oui, j'entends bien, mais est-ce que vous jugez de manière beaucoup plus ponctuelle, et pour en revenir juste aux dernières semaines, et non pas à cette tendance, peut-être tendance lourde, structurelle de nos sociétés, en tout cas en Occident, est-ce que vous jugez que pendant ces dernières semaines, le pouvoir politique a trop cédé au pouvoir médical? Pendant les premières semaines, il a trop cédé. Il y a eu trois forces qui ont créé une sorte de mâchoire infernale. Il y a le pouvoir médical qui aurait bien voulu nous voir confinés jusqu'à la Saint-Glinglin, jusqu'à ce que le virus disparaisse par la volonté du Saint-Esprit. 1. 2. Il y a les bureaux, il y a la technocratie, le pouvoir technocratique, en partie par habitude, en partie parce qu'ils avaient le revolver sur la tempe des avocats hystériques qui sont en train de judiciariser tout ça et de faire comme si le virus était un crime d'État. Numéro 2. Puis troisièmement, les gauchistes, une partie de l'extrême gauche qui a vu dans ce confinement, dans cette interruption de l'économie mondiale, dans cette façon d'appuyer sur le bouton pause de la mondialisation, ils ont vu une divine surprise. Ils se sont dit, mais attendez, le disjoncteur qui va faire tout sauter, on l'a trouvé, il est là. On va arrêter la marche de ce monde qui allait vers la croissance et ainsi de suite. Donc, l'alliance des trois, le pouvoir médical, le pouvoir technocratique, et puis c'est la part radicale et dure des écologistes pas français, bien au-delà de la France. Tout ça a créé, en effet, ce climat et a créé ce dont nous sommes en train de parler.
Et c'est pas seulement le politique, il n'a pas cédé qu'aux médecins. Il a cédé à tout ça, parce que tout ça, ça fait une opinion. Et une opinion mondiale. Et il s'est ressaisi. Voilà. Dans l'argumentaire que vous déployez, évidemment, il y a toujours, j'allais dire, des éléments qui permettent d'adhérer. Et puis, il y a des premiers mouvements aussi qui font un petit peu tiquer, parce que sur le pouvoir médical, par exemple, on a quand même eu, c'est comme la critique que vous faites de la soumission un petit peu trop rapide, un petit peu trop évidente ou trop forte à vos yeux de l'ensemble de l'opinion aux consignes de confinement qui étaient données. Mais jusqu'à présent, on se plaignait d'opinions qui n'étaient pas assez sensibles aux devoirs civiques. Or, de respecter les consignes telles qu'elles ont été respectées, c'était fait preuve de civisme parce que c'était fait au nom de la protection des autres, pas seulement de soi-même, mais des autres. De la même façon, de la même façon, le pouvoir médical, que faire de la part d'un gouvernement, surtout dans une situation où personne ne savait rien sur rien, et donc à chaque étape, il fallait découvrir quelque chose. Et les médecins eux-mêmes étaient partagés. Je me souviens du tout début de l'arrivée de cette épidémie. Il y avait des médecins qui, comme d'ailleurs l'actuel président du conseil scientifique, disaient « bon, c'est quelque chose d'assez, au fond, très contagieux, mais d'assez anodin qui va passer ». Et d'autres qui trépignaient en disant « mais qu'est-ce qu'ils attendent pour confiner parce que ça va être très dur » et ainsi de suite. Et donc le pouvoir politique était bien obligé, était un petit peu au milieu, au carrefour de ces deux tendances, était bien obligé d'écouter et de prendre ce qu'il pouvait prendre. Donc c'est une situation où il n'y avait pas affirmation d'un pouvoir médical, parce que le pouvoir médical était éclaté, était divisé. Et d'ailleurs ensuite les médecins ont montré la rapidité avec laquelle ils pouvaient se cliver en autant de chapelles et se cliver, changer d'avis, terroriser nos gosses en leur disant qu'ils étaient les principaux vecteurs de la maladie et qu'ils étaient en train d'affaire. Non, attendez. Pardon, mais il y a eu ça pendant les 15 premiers jours. La théorie d'une majorité de médecins est que les enfants étaient des porteurs sains, mais asymptomatiques, mais qui avaient un pouvoir d'infection. Et donc, dans une humanité qui est habitée par cette vieille affaire que nous appelons le complexe d'Édipe, je pense qu'il y avait là, dans la façon dont c'était martelé, et en plus dont ça s'est avéré faux, il y avait là quelque chose d'irresponsable. 1. 2. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Justement dans la mesure où les médecins n'étaient pas d'accord, justement dans la mesure où la scène médicale, c'est comme la scène philosophique, c'est comme la scène journalistique, c'est comme la scène des opinions, c'est une scène où il y a du débat, où il y a de la querelle, où il y a de la dispute, des grandes disputes de haut niveau et parfois des disputes misérables. Il y a les deux, comme partout. Il fallait pas qu'il y ait que des médecins. Et par exemple, vous me dites qu'est-ce qu'il fallait faire? Sur les mêmes plateaux de BFM, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des économistes? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des syndicalistes? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des Non, attendez. Bernard-Henri Lévy, dans le conseil scientifique, il n'y a pas que des médecins. Et précisément, le conseil scientifique est un petit peu bâti comme bâti le comité national d'éthique. Il n'y a pas que des médecins. Il y a des représentants de sciences entre guillemets molles ou que l'on distingue des sciences dures. Donc c'était très exactement le cas. S'il n'y avait eu que des médecins dans le conseil scientifique encore, mais ça n'est pas le cas. Moi je vous parle pas des sciences molles ou des sciences dures. Moi je vous parle des représentants des chômeurs, je vous parle des représentants des gens qui font tourner l'économie, je vous parle de tout un tas d'autres catégories de gens qui avaient aussi quelque chose à nous dire sur cette crise-là. Or, pendant ces semaines, mais ça c'est pas le pouvoir politique, c'est l'opinion, on a fait comme s'il y avait d'un côté la vie et de l'autre côté l'économie, sans voir que l'économie ça veut dire aussi la vie, parce que l'économie ça veut dire des entreprises à l'arrêt, les entreprises ça veut dire du chômage, le chômage ça veut dire de la misère ça veut dire des SDF et ça veut dire de la détresse et ça veut dire au bout de la chaîne, au Bangladesh ou à Lesbos d'où je reviens il y a 48 heures, ça veut dire l'enfer sur terre. Donc science dure, science molle, c'était pas qu'une affaire de science. Justement, c'est ce scientisme, c'est ce culte de la science dans des domaines où on ne sait pas grand-chose qui m'a semblé excessif. Voilà. Alors, je fais le procès de personne. Je dis que, comme il y aura une seconde peur mondiale, je voudrais que cette fois-ci, on s'en souvienne. On a oublié l'épidémie de 69. On a oublié l'épidémie de 58. Qu'on n'oublie pas celle de 2020, le jour où il y en aura dans 10 ans, dans 20 ans, une autre.
Voilà. Alors je voudrais qu'on revienne sur un autre point. Vous avez évoqué un peu plus précédemment la divine surprise, celle qui a permis justement de mettre en pause la mondialisation pendant le temps de cette crise sanitaire. Vous parlez aussi du providentialisme noir, ce qui pour certains, ce virus serait un châtiment de la nature, et ils ont été nombreux, dites-vous, à se comporter un peu comme le père Paneloux. Le père Paneloux, c'est ce prêtre dans La Peste de Camus qui, dans un sermon sévère, explique que si la maladie frappe alors Oran, c'est que ses habitants l'ont finalement bien cherché. On a eu une sorte de prêche environnementaliste de Paneloux, et on a fait parler un virus, et vous dites un virus ne parle pas. Expliquez-nous ça. Ah ben oui, un virus, ça délivre pas de message. Un virus, c'est de la pure calamité. Un virus, c'est du pur mal. C'est de la pure non-vie. C'est quelque chose qui vient se greffer sur la vie pour la dévorer. C'est comme c'est le mort qui saisit le vif, comme les cadavres de Malaparte attachés à des vivants dans Caput. Voilà. Et ça délivre pas de message. Et il y a eu une grande obscénité chez certains à se jucher sur les épaules des morts, des agonisants, et à instrumentaliser ce virus pour nous dire la nature nous délivre un message. Et ça, c'est vrai à l'extrême gauche et à l'extrême droite. À l'extrême droite, c'était Philippe de Villiers qui nous a dit « J'avais déjà entendu le grondement de la punition au moment de l'incendie de Notre-Dame, mais le virus est en train de confirmer le grondement. » Et c'était vrai à l'extrême gauche quand on a entendu des gens nous dire que c'était un ultimatum de la nature, que c'était un dernier avertissement, qu'on lui avait fait tellement de mal qu'elle était en train de se révolter et que le virus, c'était le message qu'il nous délivrait. Ben non. Voilà, on raisonne pas. Je n'aime pas quand on infantilise les humains, qu'on les traite comme des coupables qui sont frappés et qui doivent faire pénitence. Et ça me rappelle, par parenthèse, et ça je le lis aussi dans mon livre, ça me rappelle de très fâcheux souvenirs. C'est comme ça qu'on parlait en 1940. Alors les enjeux n'étaient pas les mêmes, mais c'est comme ça que parlaient les intellectuels en 40. Vous avez tellement joui qu'il fallait bien que vous soyez punis, et maintenant, il faut que vous fassiez pénitence. C'est pas seulement le père Paneloux. À propos de 1940, j'étais frappé en lisant ce matin le New York Times, enfin la version européenne, d'un article fait à partir de Paris, et qui dit qu'un des livres qui ressort en ce moment en librairie en France, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, c'était le livre qu'a écrit Marc Bloch en 1940, L'étrange défaite. Et on rejoint là cette préoccupation qu'il y a dans votre livre. Au fond, nous l'avons mérité. Mais l'étrange défaite, dans l'esprit du journaliste du New York Times, ce serait qu'au fond, le système de santé français, une de nos fiertés nationales, n'était pas prêt, ce dont on peut discuter. Ce serait que le modèle français, au fond, le modèle colbertiste français, a mal fonctionné, ce dont on peut discuter aussi. Et donc, il compare cette défaite subie par le service public à la française, si vous voulez, avec la défaite de l'armée française en 1940. Est-ce que ça vous paraît pertinent ? J'ai pas lu l'article, je ne sais pas ce qu'il dit, mais moi je pense pas que le système de santé français ait fait faillite. Je pense qu'au contraire, alors à cause de la vaillance des soignants, à cause, et là je parle plus des médecins qui étaient sur BFM, je pense à ceux qui étaient auprès des patients. Je pense que le système a fonctionné et il y a eu, on a eu raison d'ailleurs de tirer la sonnette d'alarme, mais ça n'a pas été l'apocalypse sanitaire dont on nous a parlé. Les gens ont été soignés et il y a eu très peu de cas, semble-t-il, où on ait dû faire l'horreur absolue qui était le tri entre les malades. Donc le système, n'en déplaise au New York Times, le système français a tenu. Alors il ne tiendra pas une deuxième fois comme ça parce que les infirmiers et les aides-soignants, ils vont pas faire le sacrifice deux fois. Donc il va falloir le renforcer, il va falloir améliorer les salaires, tout ce qu'on voudra, mais ça a plutôt marché. Mais vous savez, la démocratie, le principe même, c'est que ça marche jamais tout à fait assez. C'est que c'est toujours perfectible. Hein. Il y a que dans les utopies littéraires ou dans les régimes totalitaires qu'on nous dit on a le système impeccable. C'est jamais impeccable. C'est toujours perfectible et on tire toujours des leçons des crises, bien sûr. Là où vous avez tout à fait raison, c'est que en effet on a assisté à une formidable régression où nous étions censés être punis par mère nature. Comme hier on était punis par Dieu, donc c'est assez insupportable et c'est
d'une caricature de ce que deviennent, disons, de ce que devient la pointe avancée ou la plus visible du Parti vert, du Parti écolo. Et jusqu'à nouvel ordre, l'agression, le virus, c'est pas l'agression des hommes contre la nature, c'est une agression de la nature contre les hommes. Voilà. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'on est en même temps un pays toujours hanté par le souvenir de juin 40, et donc on nous remet juin 40 un petit peu à toutes les sauces, comme si à chaque fois nous étions condamnés à revivre des périodes de cette nature. Mais je reviens juste d'un mot sur le pouvoir médical, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Dans une situation où il n'y avait pas de traitement, où il n'y avait pas de vaccin, où il fallait quand même soigner, le salut est venu de médecins qui ont pris le pouvoir à l'hôpital. Qui prennent le pouvoir à l'hôpital, c'est la moindre des choses, contre les administrateurs de la santé et les organistes de la ventilation. Oui, ça c'est bien, mais qui prennent le pouvoir à BFM, c'est ça dont je vous parlais au début de notre conversation. C'est ça qui me paraît douteux. À l'hôpital, bien sûr, le débat autour du professeur Raoult, mais franchement, est-ce qu'on n'avait pas autre chose à foutre pendant cette période où on avait en plus auprès de nous des malades et parfois des morts? Est-ce qu'on n'avait pas autre chose à faire que d'entendre les Raoulolâtres s'opposer aux Raoulophobes et nous présenter ça comme le fin du débat médical et sanitaire et politique? Allons, voyons, on a assisté là quand même à une farce. En plus avec une politisation du débat qui était assez grotesque en effet. Qui était assez grotesque et qui était indécente. Le cas Raoult, c'est extrêmement simple. C'est un grand chercheur qui est aussi un très bon médecin et qui a fait passer, pendant cette période-là, apparemment, moi je le connais pas, qui a fait passer son métier de médecin un peu avant son métier de chercheur, qui a eu apparemment des résultats. Et puis voilà, puis il y a eu des études, l'étude de Lancet faite dans la précipitation a été une honte avec les 3 auteurs qui se sont retirés. Bref, cette atmosphère d'hystérie collective a créé jusque dans les lieux de la sapience médicale la plus incontestée, a créé des désastres. Cette affaire Lancet est un désastre pour ceux qui ont le respect des médecins, comme vous, Jean-Marie Colombani, apparemment, et comme moi, tout autant que vous. Voilà, c'est très mauvais, tout ça n'est pas bon. Alors, le constat est sombre, mais est-ce que vous pensez que nous allons collectivement recouvrer la raison après cet épisode? Est-ce que vous êtes optimiste sur ça, Bernard-Henri Lévy? À une condition, c'est qu'il ne se passe pas pour 2020 ce qui s'est passé pour 69 et 58. Parce qu'alors, pardon, mais j'ai été, je crois, le premier dans le Point à écrire un papier au tout début de la pandémie sur ces 2 histoires qui avaient été totalement effacées des radars. Les 2 précédents de la pandémie de 69 et de 58, on les avait tous effacés. C'était comme le massacre policier de 62 qui était sorti complètement, de 61 qui était complètement sorti des radars et préfet Papon, etc. Il y a des événements comme ça qui disparaissent à la trappe. Alors cette fois-ci, il faudra pas qu'on oublie. Il faudra qu'on se souvienne et de l'horreur que nous avons traversée et de la surréaction et de la manière dont des bons côtés de cette gestion et puis des mauvais côtés, il faudra s'en souvenir. Si on s'en souvient, si on en tire les leçons, si on n'est pas refrappé d'amnésie comme après les pandémies de 69 et 58, on affrontera la prochaine mieux. Et puis, l'autre condition, c'est de pas se dire qu'on a le discours éradicateur. On a entendu ça. On va éradiquer le virus. Ben non. Un virus, ça s'éradique pas. La maladie, ça s'éradique pas. Le mal, dans la condition humaine, ça s'éradique pas. On fait avec vaillance, avec modestie, avec des gens courageux qui vont au contact, mais on n'est pas là face à une excroissance qu'on éradique. Il faut aussi sortir de cette idée-là. L'humanité, elle va de pair, en effet. Il y a des virus, et puis il y a des microbes qui sont le contraire des virus, enfin qui sont le contraire, oui, étymologiquement et d'une certaine manière. Et l'humanité doit faire face à ça comme elle doit faire face à la mort. On va pas nous guérir de la mort, par exemple. Voilà, il faut rappeler à vos auditeurs de ce podcast que il y a une mauvaise nouvelle, on va pas nous guérir de la mort, contrairement à peut-être ce que nous commencions à penser. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles cette affaire a pris de telles proportions, c'est qu'elle est survenue dans un moment de l'histoire de l'humanité où il y avait comme ça cette espèce d'idée qui commençait à s'infiltrer dans les esprits que oui, en effet, la vie pouvait être indéfiniment prolongée, que la mort était presque une maladie comme les autres.
dont on est... Eh ben non, là pour le coup, la condition humaine s'est rappelée à nous. Alors pour terminer, j'ai une question. J'aimerais revenir sur une actualité qui a quasiment chassé celle du Covid-19. C'est ce grand mouvement mondial contre les violences policières et contre le racisme qui est né après la mort de George Floyd dans le Minnesota. Je voulais savoir quel était votre sentiment sur ce grand mouvement. Ce grand mouvement, vous savez, moi, pour un des fondateurs des SOS Racisme en 1983 ou 84, qu'on sorte du confinement justement pour se mobiliser contre le racisme, et mondialement, quelle meilleure nouvelle. Et justement, vous parlez de SOS Racisme. SOS Racisme semble un peu à l'écart de ce grand mouvement. Il est même contesté par une partie des nouveaux militants antiracistes. Attendez, il est contesté par des indigènes de la République, par des instrumentalisateurs du racisme, peut-être, mais enfin pour l'instant c'est eux qui ont organisé une manifestation extraordinairement digne il y a 3 jours ou 2 jours, place de la République, au moment même des obsèques de George Floyd. C'est SOS Racisme qui a organisé cette manifestation. Alors ils sont peut-être contestés par des gauchistes qui, là encore, instrumentalisent les victimes. C'est possible, mais ça m'intéresse pas. Moi, je sais que le travail que fait SOS est tout à fait remarquable, et leur manifestation avant-hier, j'ai pas pu y aller parce que mais elle était juste, elle était digne, elle était belle. Jean-Marie ? Non, je suis tout à fait avec évidemment la résurgence de... Il y a ce que Bernard-Henri Lévy vient de dire, c'est-à-dire à l'intérieur du mouvement antiraciste, il y a des extrémistes qui se singularisent par en effet leur radicalité, leur violence et leur haine. Et d'ailleurs, ça nous renvoie au rôle des télévisions, puisque quand vous regardiez les télévisions, vous en aviez sur une des télévisions, vous aviez justement la parole donnée à ces militants radicaux qui insultaient les policiers, qui consistaient à leur balancer des paroles toutes plus haineuses les unes que les autres. Et donc on pouvait avoir l'impression que c'était ça la manif en souvenir d'Adama Traoré. Et puis vous aviez eu sur une autre télévision la manifestation filmée autrement, avec beaucoup de jeunes de tous horizons, très jeunes, qui manifestaient et qui terminent leur manifestation en faisant quoi ? En chantant la Marseillaise. Et donc ça change évidemment tout le regard que l'on peut avoir. Bien sûr. Mais par exemple, regardez je vois qu'on débat là sur la génuflexion. Là encore, les gens mélangent tout. Et là aussi, c'est un autre virus qui rend fou. Il y a 2 choses extrêmement différentes. S'agenouiller, c'est un geste magnifique. C'est un geste de grande dignité. C'est d'ailleurs déjà, chez certains, le geste de la prière, tout simplement. Et puis, quand on vous somme de vous agenouiller, quand on vous oblige à vous mettre à genoux, c'est tout à fait autre chose. C'est un autre geste, c'est une humiliation. Les gens mélangent tout, mélangent les 2 choses. Quand Martin Luther King s'agenouille, c'est pour prier. Quand certains de ceux dont vous me parlez, que vous avez vu à la télévision, mais pas moi, exigent des policiers qui se mettent à genoux, on est dans une toute autre philosophie. On est dans une philosophie de la haine, de la revanche et de l'humiliation. Donc on est dans un moment, et c'est là où votre rôle, chers amis, et notre rôle à nous tous est tellement important, où on mélange des choses qui n'ont rien à voir, où on nomme mal les choses, mais plus important que mal les nommer, on les distingue mal. Celui qui distingue mal les choses, c'est celui-là qui ajoute au mal en ce monde. Mais est-ce que tout ça, Bernard-Henri Lévy, ce n'est pas l'expression maladroite d'une colère trop longtemps contenue ? Oui, alors quand des expressions sont maladroites, il faut les aider à se rendre plus adroites, mais je crois pas. Je crois que c'est pas tellement ça. Vous savez, je crois que les gens ne s'y trompent pas. Les âmes probes, elles savent ce que c'est que de s'agenouiller parce qu'on prie, ou parce qu'on compatit, ou parce que on rend hommage. Elles le savent très bien. Et puis les radicaux, ceux qui se moquent ceux qui se foutent des victimes du racisme, mais qui en veulent à la République, elles savent très bien ce qu'elles font quand elles disent aux policiers
mets-toi à genoux, ou quand elle traite un policier noir de bounty, autrement dit, quand elle lui adresse une injure raciste, et ainsi de suite. Je crois pas que ça soit une expression obscure de colère contenue. Je crois qu'il y a aujourd'hui dans le champ politique français une bataille qui est une bataille politique, qui est aussi une bataille sémantique, qui est aussi une bataille d'appropriation des signes et des attitudes, et que tout ça est probablement inévitable, mais que nous devons, en tout cas moi j'essaye d'y être vigilant. Et si on veut introduire un peu de sagesse dans le débat public, c'est à condition de démêler cette confusion des signes, cette confusion des langues et cette confusion des messages. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir accepté notre invitation au Monde devant soi. Je rappelle Ce virus qui rend fou aux éditions Grasset, disponible depuis le 10 juin, et nous ne pouvons que vous conseiller de le lire. Merci à vous. Merci Christophe Caron, merci Jean, mon vieil ami Jean-Marie, et merci Alain Frachon. Merci. Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Vous venez d'écouter Le Monde devant soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.